Dans l'air tiède du soir, la place de la Révolution s'offre au souffle chaud d'Ouagadougou, bercé par la lumière dorée d'un soleil fatigué. Le vacarme de la foule gronde électrisé nerveux. Au milieu de ce tumulte, comme une île immobile au cœur de la tempête, se dresse le capitaine Ibrahim Traoré, jeune dirigeant burkinabé au regard fixe. Mais dans son dos, presque fondu dans les ombres de la fin du jour, 3 hommes veillent figés, silencieux. Inconnus du grand public, ce sont ses anges gardiens, 3 sentinelles invisibles fidèles, comme l'acier, et prêtes à bondir à la moindre étincelle. Ils ne parlent pas, ils observent. Ils ne brillent pas, ils protègent. Dans ce pays sculpté par la suspicion et ravagé par les trahisons, la loyauté est un luxe rare. Il y a 10 ans, le régiment de sécurité présidentielle, bras armés et impunis du régime Compaoré, fut dissous, emportant avec lui une époque où les fusils commandaient plus fort que la Constitution. Mais aujourd'hui encore, le même dilemme tourmente Traoré, à qui confier son souffle, son ombre, sa survie. L'année 2022 marque un tournant. Ibrahim Traoré prend les rênes du pays par les armes. À peine le fauteuil conquis, il comprend que son règne ne tiendra pas à la force brute, mais à une denrée bien plus rare, la confiance. Pas question de s'entourer à l'aveugle. Il bâtit sa garde rapprochée comme on construit un bouclier pièce par pièce, en n'y plaçant que des compagnons de combat éprouvés dans le feu de l'action. Pas de place pour les opportunistes, seulement des hommes dont la loyauté ne vacille pas même sous la menace. Car ici, au Burkina Faso, les règnes se terminent aussi vite qu'un chargeur se vide. Et Traoré sait mieux que quiconque que le danger ne demande jamais la permission avant de frapper. À peine 6 mois après sa prise de pouvoir en décembre 2022, il affirme avoir contrecarré une tentative de putsch menée par un officier supérieur. Moins d'1 an plus tard, en septembre 2023, rebelote, une nouvelle insurrection militaire éclate dans la capitale. Nouvel échec pour les putschistes. Et en janvier 2024, les autorités dévoilent un chiffre glaçant, 4 tentatives de renversement toutes étouffées avant d'atteindre leur cible. Une cadence qui dit tout du climat explosif dans lequel évolue Traoré, entre menaces internes, conflits armés et trahison en embuscade. Le destin du capitaine Traoré, et à travers lui celui de tout un pays, tient à 3 hommes que personne ne remarque, mais dont la vigilance ne faiblit jamais. Le premier avance masqué, invisible, mais toujours présent, collé à son chef, comme une ombre fidèle. Le second, c'est un combattant intrépide au surnom explosif Kadhafi. Et le dernier, surnommé numéro 3, est une énigme froide calculatrice dont l'intellect tranche plus fort qu'un sabre. Tous 3 partagent une règle d'or, pas de discours, pas de gloire, pas de lumière. Ils opèrent en marge, là où les regards ne se posent pas, là où le silence est roi. Et pourtant, c'est à eux que revient l'insigne honneur ou le lourd fardeau de protéger un chef assis sur un volcan. Pas de trophée accroché à leur poitrine, pas de salve d'applaudissements. Seulement le risque, l'abnégation et cette fidélité qui ne demandent ni merci ni reconnaissance. Ce sont les remparts invisibles d'un espoir fragile. Voici leur terrain de bataille. Voici leur serment. Voici le récit caché des sentinelles muettes qui dans l'ombre gardent en vie la révolution de Traoré. Installez-vous, l'histoire commence. Le crépuscule enveloppe lentement la résidence présidentielle. Dans le calme feutré des couloirs assombris, une ombre glisse sans bruit. On ne connaît ni son nom ni sa voix, on l'appelle simplement l'homme masqué. Entièrement vêtu de noir, visage enfoui derrière un tissu impassible, seuls ses yeux scrutateurs révèlent qu'il est bien éveillé près. Il ne s'éloigne jamais du capitaine Traoré, toujours là, toujours en veille. Ce soir encore, il monte la garde postée devant la porte du chef de l'État. Il ne bouge pas d'1 centimètre, mais chaque muscle est tendu comme une corde prête à claquer.
Soudain, des détonations déchirent la nuit venues d'un camp militaire à l'autre bout de la capitale. En une fraction de seconde, l'alerte est transmise par radio. Aussitôt, tout s'éteint dans la résidence couloir plongée dans le noir, tension dans l'air. L'homme masqué sort calmement son arme, s'accroupit, analyse, anticipe. Si le danger s'approche, il sera le premier à l'intercepter. Peut-être n'était-ce qu'une fausse alarme. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, lui ne baisse jamais la garde, car dans sa tête la menace ne dort jamais. Mais qui se cache donc derrière ce masque impénétrable ? Dans les couloirs du pouvoir, on l'appelle simplement l'homme masqué, une ombre muette inséparable du capitaine Ibrahim Traoré, toujours invisible, toujours là. Son regard perce la nuit comme une lame, son visage demeure un mystère. Certains murmurent qu'il a appartenu aux forces spéciales, qu'il a traqué les groupes armés dans les zones brûlées du Nord. D'autres jurent qu'il dissimule sa face parce qu'un prix a été posé sur sa tête par les chefs djihadistes eux-mêmes. La vérité. Elle est enterrée bien plus profondément que ces rumeurs. Ce n'est pas un hasard s'il veille aujourd'hui aux côtés du chef de l'État. Lors du coup d'État de 2022, Traoré savait qu'il n'avait pas droit à l'erreur. S'entourer des bons hommes, c'était une question de survie. Il n'a pas cherché des CV impeccables. Il a regardé dans les tranchées, dans les souvenirs de feu et de sang, et parmi les premiers qu'il a choisis, il y avait lui, ce guerrier silencieux, ce frère de combat, ce bouclier humain sans visage. Sous la chaleur accablante du Sahel, là où la terre brûle et où le ciel n'offre aucun répit, Traoré et ce soldat ont combattu épaule contre épaule. Dans des hameaux perdus cernés par les tirs ennemis, ils ont tenu bon dos au mur. Et lorsque les chargeurs se sont vidés, que le silence pesait plus lourd que les balles, il a surgi traversant la pluie de feu pour arracher un frère d'armes à la mort. Sans qu'on le lui demande, sans un mot, juste un acte pur brut instinctif. Ce jour-là s'est gravé dans la mémoire de Traoré comme une lame dans la roche. Aujourd'hui devenu président, c'est à cet homme-là qu'il remet chaque jour sa propre survie. Sur les clichés volés dans les vidéos officielles, sa silhouette est toujours là, jamais au premier plan, mais toujours à portée. Tantôt casquette vissée sur le crâne, tantôt casque de combat bien en place, mais jamais au grand jamais le visage à découvert. Il rôde discret mais implacable. À chaque geste du capitaine, il se déplace. À chaque poignée de main, il repositionne son corps. Et toujours, sa paume reste à quelques centimètres de son arme. Il est le calme tendu, le silence qui écoute, la menace qui guette la menace. Pour le commun des mortels, il n'est qu'un décor figé. Une statue vivante, impassible, presque invisible. Mais derrière ce calme trompeur, son cerveau tourne comme un mécanisme de précision. Il analyse les angles d'attaque, jauge les distances, repère les sorties. C'est un détecteur ambulant programmé pour sentir le danger avant qu'il n'apparaisse. Il n'a rien oublié de 2015, l'année où ceux censés protéger le peuple ont levé leurs armes contre lui. Il a vu de ses propres yeux ce que l'orgueil et la soif de pouvoir peuvent engendrer. Alors il garde le profil bas. Il ne parle que lorsque le silence devient inutile. Il agit dans l'ombre avec l'humilité des grands. Et malgré cela, ou peut-être à cause de cela, il est devenu un emblème, un repère. Un pilier silencieux du respect national. Sur Internet, son image circule comme celle d'un justicier masqué, une légende moderne. À Ouagadougou, les enfants rejouent ses gestes dans les ruelles poussiéreuses, le gardien noir silencieux qui veille sur le capitaine comme une ombre fidèle. Mais la légende a connu une secousse. Un soir, peu après le renversement du régime, un message anonyme arrive sur son téléphone. La proposition est brutale, 5 millions de dollars pour exécuter Traoré. Le plan simple glacial, ignoble,
attendre l'instant où le capitaine en prière serait le plus vulnérable, et frapper, comme une trahison sacrée. Cette nuit-là, le sommeil n'effleura même pas ses paupières. Pas à cause du doute, jamais il n'aurait levé la main contre Traoré, mais parce que la rage le consumait. Comment quelqu'un avait-il pu penser, ne serait-ce qu'une seconde, qu'il vendrait l'homme qu'il appelait son frère ? Il n'en parla à personne. Il n'explosa pas. Il réfléchit. Puis il passa à l'action. Calme, méthodique, il contacta Cabri, le patron de la sécurité présidentielle. À eux deux, ils élaborèrent une réponse à la hauteur de l'affront, un piège froid et silencieux. Le lieu fut choisi avec soin, un vieux hangar, abandonné à la sortie de la ville. Sous une ampoule vacillante entre ombre et lumière, l'homme masqué attendait debout comme une sentinelle, arme à la main, visage toujours invisible. Les deux recruteurs de la trahison arrivèrent à l'heure dite, transportant leurs valises bourrées de dollars comme dans les films. Mais le film tourna court. Avant que la transaction ne commence, les agents de Cabri surgirent, rapides, nets, sans un seul coup de feu. Le piège avait fonctionné. Et la fidélité, une fois encore, avait gagné. Il n'a exigé qu'une seule chose, que tout cela reste sous silence. Pas de discours, pas de gloire. Laissez-moi dans l'ombre, a-t-il soufflé. Mais bien sûr, le silence est une denrée rare dans les rues de Ouagadougou. Très vite, les échos ont couru d'échoppe en échoppe, de cafés enfumés en marchés animés. On parlait d'un attentat déjoué, d'un complot contre le chef de l'État. Certains brodaient des récits épiques, jurant que l'homme masqué avait abattu les traîtres au tout dernier instant. Mais la réalité, bien plus élégante, se passait de coups de feu. Il n'a ni vendu son honneur, ni sali ses mains. Il est juste resté droit. Quand l'affaire est parvenue aux oreilles du capitaine Traoré, il ne convoqua ni ministre ni médias. Il appela l'homme en noir. Pas de cérémonie, pas de témoins. Juste deux hommes face à face, un président entreilli, fatigué, et son protecteur silencieux. Traoré plongea son regard dans le sien, posa doucement une main sur son épaule et lui confia deux mots sobres mais chargés de tout. « Merci ». Et l'homme masqué resta. Il ne dit rien. Il se contenta d'incliner la tête, puis reprit sa place comme si rien ne s'était passé. Car pour lui, ce n'est pas un métier, encore moins un simple rôle, c'est une mission sacrée. Un serment muet, lié non pas à un homme, mais à l'avenir d'un pays tout entier. Il a vu Traoré au plus près du feu, l'arme à la main, face aux menaces venues de l'extérieur. Et il a cru sans réserve dans ce rêve d'un Burkina Faso, debout libre et maître de son destin. À l'aube, lorsque la ville dort encore après une nuit de veille tendue, il retire lentement son masque. Il passe de l'eau sur son visage fatigué, ferme les yeux et chuchote la même prière. « Merci Seigneur pour ce jour de plus où mon président respire encore. » Puis il remet sa seconde peau, ajuste sa tenue et retourne dans le silence de l'ombre. Son nom restera sans doute inconnu. Sa voix, vous ne l'entendrez probablement jamais. Et pourtant, à chaque fois que Traoré s'avance vers la foule, tend la main à un citoyen ou prend la parole sous les drapeaux quelque part à quelques pas, à peine, un regard caché observe. Une silhouette immobile prête à bondir. Ce n'est pas un simple garde du corps, c'est un rempart humain, une ombre fraternelle, un gardien sans visage, prêt à donner le seul bien qu'il possède, sa vie. Aux premières lueurs de l'aube, quand la poussière flotte encore dans l'air tiède, un homme massif s'entraîne seul dans une cour désertée. Ses mouvements sont secs, précis, puissants, coups portés, esquives, fulgurantes, sauts, maîtrisés. On dirait un ancien gladiateur perdu dans le temps. Les jeunes soldats qui le croisent ralentissent instinctivement le pas, contournent son espace, et le saluent d'un hochement de tête empreint de respect. Car cet homme, c'est Kadhafi, bras droit, musclé, du capitaine Ibrahim Traoré. Un surnom devenu aussi célèbre que redouté, son nom de naissance.
Presque personne ne le connaît. Mais Kadhafi, lui, est gravé dans les couloirs de la présidence, comme dans les murmures des casernes. Certains affirment qu'on l'a appelé ainsi pour son audace rappelant les fameux gardes du dictateur libyen. D'autres évoquent son tempérament de feu incontrôlable. Mais derrière ce surnom imposant se cache une vérité plus noble, c'est son courage brut, sa fidélité indéfectible et un parcours forgé dans l'adversité qui ont donné naissance à la légende. Kadhafi n'est pas né dans un camp militaire, mais dans le nord aride parmi les chèvres, la poussière et les responsabilités trop grandes pour un enfant. À peine rentré de l'école, il partait garder les troupeaux familiaux. Jusqu'au jour où tout a basculé, une attaque de bandits armés frappe son village. Les autres fuient, pas lui. Avec un simple bâton en main et un regard d'acier, il s'interpose entre les bêtes de sa famille et les fusils braqués. Cet acte fou, tout le monde s'en souvient encore. Il était alors à peine plus qu'un enfant. Lorsque les violences djihadistes se sont intensifiées sur le sol burkinabé, il n'a pas hésité direction l'armée. Là, il s'est illustré dans les combats les plus durs, notamment à Pointe-Noux. Mais c'est en 2019, dans la chaleur suffocante des affrontements près de Djibo, qu'il croisa pour la première fois la route du capitaine Traoré. Une rencontre qui allait changer deux destins. Leur première rencontre ne s'est pas faite autour d'une table, mais dans la fureur du feu et du plomb. Ce jour-là, l'unité de Kadhafi était encerclée dans un village acculé, les chargeurs vides, les visages couverts de sueur et de poussière. L'ennemi avançait implacable. Puis soudain, un grondement au loin et une silhouette émerge, celle d'un jeune officier, droit comme un roc. C'était le capitaine Ibrahim Traoré. Contrairement au chef qui planque vent derrière les lignes, lui fonça devant en première ligne, arme en main, voix ferme, regard brûlant. Il ne commandait pas depuis l'arrière, il ouvrait la voie. Ce courage brut fit écho chez Kadhafi. Refusant de reculer, il s'élança. Quand ses balles furent épuisées, il ramassa une vieille machette abandonnée par un frère tombé au combat. Puis il hurla, frappa, chargea, semant la panique chez les assaillants. Grâce à ce coup de folie, Traoré gagna quelques précieuses secondes pour réorganiser ses hommes. Après la bataille, les rumeurs allaient bon train, un soldat possédé à la machette, disait-on. Mais Traoré, lui, le retrouva calmement adossé à un arbre recousant une plaie à vif. Kadhafi leva les yeux et dit simplement « J'ai fait ce qu'il fallait ». Ce fut le premier chapitre d'une fraternité forgée dans la guerre. De nos jours, Kadhafi n'est plus seulement un nom, c'est un mythe ambulant. Dans les couloirs de la caserne, certains jurent qu'il possède des pouvoirs occultes. D'autres affirment qu'aucune balle ne peut le toucher, comme si la mort elle-même l'évitait. Autour de son cou et de ses poignets, il porte de petits gris-gris en cuir amulette, offertes par sa mère, censée le garder hors d'atteinte du destin. Et jusqu'ici, elles semblent faire leur œuvre. Un jour, lors d'une embuscade brutale, une balle lui frôla la joue. 1 centimètre plus près, et l'histoire s'arrêtait là. Mais lui, il ne s'est pas replié. Il a bondi hors du véhicule fondu dans les hautes herbes et quelques minutes plus tard, les tirs ont cessé aussi net qu'ils avaient commencé. Quand ses camarades l'ont retrouvé, l'ennemi gisait au sol, assommé sans armes. Kadhafi lui époussetait sa chemise en souriant. Heureusement pour lui que j'avais laissé la machette derrière. Kadhafi n'est pas qu'un colosse taillé pour la guerre, c'est aussi un bout en train hors pair. Une fois l'uniforme rangé, il devient le cœur battant de l'équipe, celui qui détend l'atmosphère, et réussit même à décrocher un sourire de l'homme masqué, pourtant célèbre pour son sérieux glacial. Il balance des blagues, lance des pics, leur fait redescendre la tension comme une soupape au milieu de la pression. Mais dès que la sécurité de Traoré entre en jeu, le masque tombe, fini. Le clown place au prédateur. Souvent, on les voit mêlés à la foule en civil anonyme parmi les anonymes. À Bobo Dioulasso, un jour de visite officielle, Traoré,
portait une tenue traditionnelle et s'adressait aux jeunes sur l'avenir de l'agriculture. Pendant ce temps, Kadhafi, habillé comme le premier passant venu balayer la scène des yeux, il scannait les toits, inspectait les ruelles, détaillait chaque silhouette, chaque véhicule. Sa main nonchalamment posée à la hauteur de sa ceinture frôlait une arme bien dissimulée. Il espérait, sincèrement, ne pas avoir à s'en servir. Mais si l'enfer se déclenchait, il savait déjà où frapper. L'épreuve arriva sans fanfare à la fin de 2023, déguisée en retrouvailles innocentes. Un ancien du village visage familier l'invita à partager une simple bouillie de mil. Rien d'anormal, pensait-il. Juste deux hommes qui mangent et évoquent le passé. Mais entre deux cuillerées, les mots commencèrent à glisser. D'abord l'air de rien. Tu penses vraiment que Traoré mérite qu'on donne sa peau pour lui ? T'as jamais rêvé d'une vie plus douce, plus tranquille ? Puis tomba la véritable offrande empoisonnée. Aide-nous à l'écarter. Tu seras bien récompensé. La réaction fut immédiate. La cuillère claqua contre la table comme un coup de semonce. Le regard de Kadhafi se durcit. Il se pencha vers son interlocuteur lentement et lâcha d'une voix basse mais tranchante « Ouvre encore la bouche pour parler de trahison, et tu regretteras d'avoir mâché ta première bouchée. » Le lendemain, le rapport était sur la table des supérieurs. Pour Kadhafi, le monde est simple. Soit tu restes droit, soit tu vends ton âme. Il n'y a pas de zone grise entre les deux. Kadhafi, derrière ses éclats de voix et son allure de roc, cache aussi un silence profond. Parfois, quand la nuit étire ses ombres et que les flammes d'un feu de camp dansent doucement, il s'écarte du groupe, s'assoit seul et laisse les souvenirs revenir sans frapper. Il pense à ceux qui ne sont jamais revenus, à ceux dont le nom reste gravé non sur des monuments, mais dans sa mémoire. Parmi eux, Omar, frère de combat, fauché par un engin piégé au détour d'un chemin. Il ne l'a jamais oublié. Il garde encore sa photo glissée dans un coin usé de son portefeuille, comme une balise du passé. Mais ce ne sont pas que les pertes personnelles qui l'habitent, l'histoire de son pays aussi le hante. Le nom de Thomas Sankara le poursuit comme une promesse non tenue. Un héros tombé non pas face à un ennemi étranger, mais trahi par ses propres rangs, Kadhafi s'est juré que jamais cela ne se reproduirait. Un soir, alors que l'homme masqué scrutait l'horizon, Kadhafi s'est tourné vers lui et a dit d'un ton grave « On ne laissera pas Traoré finir comme Sankara. Jamais. » Au petit matin, alors que les premières lueurs caressaient la terre poussiéreuse d'une base reculée, le capitaine Traoré s'agenouillait pour l'Aïd sans grade ni costume officiel. Il priait simplement épaule contre épaule avec ses hommes. Pas de cérémonie, pas de discours. Juste un silence sacré partagé entre frères d'armes. Non loin, Kadhafi observait bras croisés, regard fixe. En contemplant le jeune chef demander la guidance divine, un flot de souvenirs le traversa, l'enfance rude, les sacrifices muets de sa famille, les douleurs du Nord. Et au milieu de tout cela, cette conviction grandissante, Traoré portait l'espérance de tout un peuple. Alors tout bas, il formula une promesse. Pas à voix haute, mais à l'intérieur. Comme une prière scellée dans l'âme, « Seigneur, veille sur lui et moi, je le défendrai jusqu'au bout. » Ses doigts effleurèrent le gris-gris autour de son poignet. Son regard scruta l'horizon. Puis il se redressa, le soleil levant effleurant son visage. Le calme régnait encore, mais Kadhafi, fils du Nord et rempart de la Révolution, était déjà prêt pour la suite. Dans l'ombre d'un matin encore endormi, alors que les rues de Ouagadougou dorment sous le poids de la nuit, une lumière solitaire perce le silence d'un bureau militaire. Autour d'une table nue, quelques gradés échangent à voix basse. Celui qui préside la réunion ne parle pas fort, mais tout le monde écoute. Il n'a pas besoin de s'imposer, sa simple présence suffit. C'est Cabri, quarantaine sobre, regard acéré, gestes mesurés. Certains le surnomment numéro 3. Pour d'autres, il est l'œil invisible du capitaine.
Si Traoré est le bouclier du peuple, Cabri en est la lentille stratégique. C'est lui qui anticipe, qui assemble les pièces du chaos avant même qu'il n'explose. Un murmure, dans une caserne, une silhouette inhabituelle lors d'un déplacement, une conversation anodine qui sent le soufre, tout est lu, déchiffré, classé. En janvier 2024, quand un ancien colonel tentait de rallumer les braises de la discorde auprès de jeunes officiers frustrés, Cabri flairait déjà le vent mauvais. Le 1er janvier au soir, le piège fut refermé. Coup d'État avorté. Encore un. Il n'attend ni médaille, ni mention. Mais chaque fois que le soleil se lève sur un président toujours vivant, Cabri marque une victoire, discrète mais décisive. Le destin de Cabri n'a rien eu de linéaire. Il s'est enrôlé dans l'armée à la fin des années 90 encore adolescent, alors que le régime Compaoré verrouillait chaque mot, chaque geste. À cette époque, un regard de travers pouvait signer la fin d'une carrière. Alors, il se fit discret. Il affûta son regard, apprit à lire les silences, à naviguer entre obéissance et intelligence. Il gravit les échelons de la RSP, cette garde d'élite, aussi crainte que cruelle, tristement célèbre, pour avoir retourné ses armes contre le peuple en 2015. Ce jour-là, Cabri était là. Il a vu le sang respirer les gaz, entendu les cris. Une nation trahie. Une fracture irréversible. Ce moment l'a marqué au fer. Quand la RSP fut dissoute, il ne protesta pas. Au fond, il le savait, un vrai protecteur défend une cause, pas un trône. Puis vint 2022. Traoré venait à peine de prendre le pouvoir et contre toute attente, c'est Cabri qui l'appela. Pas pour une faveur d'ami, mais parce qu'il n'était dans aucun cercle, aucune allégeance passée. Traoré voulait quelqu'un d'intraitable, d'indépendant droit. Cabri posa une seule exigence, pas de loyauté aveugle, à un homme seulement à des valeurs. Cabri n'a jamais vu sa mission comme la simple protection d'un homme. Pour lui, il s'agissait de défendre une idée, une étincelle fragile qu'on appelle l'espoir. Mais au printemps 2025, cette flamme vacilla. Les signaux se sont multipliés, des virements douteux, des réunions nocturnes entre militaires, sans uniforme, des échos murmurés depuis Abidjan. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un engrenage qui se mettait en marche. Et quand le ministre de la Sécurité fit irruption à la télévision, le doute fut levé, un putsch se tramait téléguidé depuis l'extérieur. Des hommes armés déjà infiltrés, une trahison en cours, une attaque imminente contre le cœur de l'État. Face à cette menace, Traoré interrogea Cabri. Que fait-on quand le danger vient de ceux censés nous défendre ? Et Cabri, sans hésiter, lança une idée aussi dérangeante que lucide. Alors il nous faut une tierce force étrangère mais temporaire. Quelques jours plus tard, dans le plus grand secret, 200 soldats triés sur le volet venu du Tchad atterrirent au Burkina. Leur mission sécurisait les abords du palais pendant que les fidèles de Cabri tenaient à l'intérieur. Une muraille extérieure neutre implacable. Le choix était dur, controversé. Mais c'était le prix à payer pour éviter que le chaos ne triomphe. Le coup le plus dur pour Cabri ne vint pas d'une balle, ni d'un attentat. Il prit la forme d'un nom griffonné sur une feuille de renseignement. Un nom qu'il connaissait par cœur, celui d'un frère d'armes, présent le jour de son mariage, un homme avec qui il avait partagé le pain et les batailles. Le voir figurer parmi les traîtres brisa quelque chose en lui. À voix basse, il confia à Traoré « J'aurais mis ma vie entre ses mains. Peut-être que je l'ai déjà fait. » Le capitaine, sans jugement, posa une main ferme sur son épaule. « Ce qui compte, c'est que toi, tu as tenu ta parole. » Car pour Cabri, sa mission va bien au-delà du blindage d'un véhicule ou d'un périmètre sécurisé. Ce qu'il protège, c'est une vision de demain. Il orchestre chaque déplacement comme une partie d'échecs. Il déploie des pions invisibles, des agents camouflés dans la foule des snipers, postés sur les toits des convois bidons, des voitures pièges. Un jour,
Une colonne factice fut prise en filature par des mercenaires. Ils croyaient avoir touché leur cible, mais au bout de la route, c'était une embuscade. Et c'est eux qui tombèrent. C'est lui qui a soufflé à Traoré cette règle de survie simple mais brutale. Être parano, c'est juste rester vivant. Le capitaine n'a pas discuté. Il a compris. Et il l'a cru. Cabri, derrière ses plans méticuleux, garde une flamme intérieure. Chaque dimanche matin, avant que la ville ne s'éveille, il marche en silence vers une modeste pension. Là, il allume une bougie. Une pour son pays. Une pour ses hommes. Une pour l'homme qu'il protège. Et une dernière pour celle qui partage ses nuits d'angoisse et les enfants qu'il espère revoir. Il leur jure de rentrer vivants. Et chaque jour, il se bat pour que cette promesse ne devienne pas un mensonge. Quand l'aube dissipe l'obscurité, Cabri sort le regard levé vers le ciel teinté de rose. Bientôt, Traoré s'adressera au peuple. Rien n'est laissé au hasard, le studio est passé au peigne fin, le trajet sécurisé, les tireurs embusqués en place. L'homme masqué et Kadhafi sont déjà postés invisibles et prêts. Cabri lui reste en retrait, tasse de thé fumant à la main. Il scrute la lumière, repense au chemin parcouru ses capitaines rebelles, qu'on n'achète pas ces soldats indomptables qui avancent, sans peur, ces ombres fidèles, qui refusèrent des millions. Et puis il pense à lui, celui qui tient la poutre maîtresse, qui empêche l'édifice de s'effondrer. Un sourire discret lui traverse le visage. Il pose sa tasse et retourne à l'œuvre. Parce qu'échouer, ce n'est pas envisageable, pas tant qu'il est là. Sur Ouagadougou, les premiers rayons caressent les toits, et sur le perron du palais, le capitaine Ibrahim Traoré avance d'un pas sûr vers le micro. Le drapeau national danse doucement derrière lui, porté par le vent matinal. Sa voix posée résonne avec une clarté tranquille. Il parle d'espoir, de cohésion, de lendemain libéré. Mais loin des flashs en retrait de la scène officielle, 3 silhouettes veillent, discrètes, invisibles, indispensables. Là-bas, tapi dans la pénombre, l'homme masqué ne cille pas, ses yeux aiguisés comme des lames, scanne chaque mouvement dans la foule. Non loin, adossé à une colonne Kadhafi, semble figé presque statuaire, mais chaque muscle est prêt à bondir. En retrait, à la frontière du rassemblement, Cabri observe silencieux. Il ne voit pas le présent, il anticipe la menace, il calcule, il lit la partie comme un stratège. Peu les remarquent. Mais quiconque touche à la paix, eux, le verront avant tout le monde. Ce ne sont pas de simples silhouettes chargées d'assurer une sécurité rapprochée. Ce sont des frères, des hommes liés non par un uniforme, mais par les cicatrices de leur passé, les épreuves traversées, et une foi inébranlable en une cause. Chacun d'eux porte une douleur qu'il ne montre pas, une histoire qu'il ne raconte à personne. Mais tous avancent avec un même serment gravé dans le cœur, défendre l'homme qui incarne le rêve d'un peuple en quête de dignité. Ils ne cherchent ni projecteurs ni médailles. Leur combat ne se mesure pas en éloges, mais en silence, tenu en nuit, sans sommeil, en loyauté absolue. Ils marchent, sans bruit, vivent dans les replis de l'ombre, mais leur fidélité au capitaine est aussi solide que la pierre. Tant que ce lien résiste au temps et aux tempêtes, alors l'espoir reste debout. À vous qui écoutez, je souhaite des jours paisibles, du pain sur la table et un peu d'or dans les poches. Et surtout, que vous restiez soudés, car c'est ainsi que naissent les grandes victoires.